Bonjour, vous êtes avec Pardieu pour l'Expert Game Art. Aujourd'hui, nous allons parler de Gates of Mara, un jeu de GBOL édité chez WizKids qui fête ses 20 ans cette année-ci et qui nous propose d'aller nous battre pour des royaumes élémentaires dont les portails ont été ouverts comme tous les 100 ans. Et avec notre tribu, nous allons essayer de contrôler ces portails afin d'assurer paix et prospérité pour les 100 années à venir. On a ici un jeu avec plusieurs petits plateaux différents, un plateau joueur et un plateau d'achat spécifique. Donc pas de grand plateau de jeu pour une fois. On va avoir un royaume élémentaire par joueur, donc ici configuration à 3 joueurs, plus la zone du chaos. Royaumes qui vont être tirés au sort parmi 4, donc il y en a un qui n'est pas joué dans une configuration à 3 joueurs. On va avoir des portails qui vont permettre de passer d'une zone à l'autre en théorie, mais en fait ce sont des zones de contrôle de jeu qui vont être vraiment utilisées, plus un portail central. Et on va avoir le promeneur, donc un personnage principal qui va nous offrir des échanges, du commerce, tout ce qui va avec. Je vais le mettre couché pour qu'on le voit mieux depuis les hauteurs. Ainsi que 2 élémentaires tirés au sort au niveau du jeu, chacun avec leur petite plaquette de pouvoir associée. Ici, on a donc un élémentaire d'air et on a tiré un élémentaire de feu. Il y a donc 2 élémentaires qui ne sont pas joués dans le jeu. Ces élémentaires sont ici le feu et l'eau. Chaque joueur a aussi sa tribu tirée au sort. Elles sont globalement les mêmes. Il y a une petite différence pour un des personnages de la tribu qui est le spécialiste qui se trouve ici, qui lui va avoir un pouvoir différent au niveau du jeu. Et on va avoir pour chacun une forme associée au personnage. On va avoir les personnages avec un rond, on va avoir les personnages triangle qui est le chef, en fait le leader. On a son second, le champion, qui est un carré. Et on a 2 personnages qui sont en hexagone. Ces personnages, en fait, ont des formes et ces formes sont vraiment le centre du jeu parce qu'elles vont nous permettre de définir les positions que l'on peut prendre selon un type de personnage ou un autre. Chaque personnage a un pouvoir qui lui est propre et va donc faire des actions spécifiques selon son positionnement. C'est un jeu qui va se jouer en 4 manches. À la fin du jeu, on verra pour chaque royaume quel est le joueur qui a obtenu le plus de marqueurs d'influence dans ce royaume. Ces marqueurs vont me permettre de marquer des points de victoire et c'est vraiment comme cela que la majeure partie des points de victoire vont se faire. À la fin de chaque manche, on verra qui a le plus d'influence dans chaque zone et on va gagner ces marqueurs. Donc 4 manches, à la fin de chaque manche, on compare les influences, à la fin du jeu, on compare les marqueurs d'influence. Au début du jeu, chaque joueur dispose de 4 ressources de type gemme, une gemme par élément, et dispose au début de chaque manche de 11 marqueurs d'énergie. Cette énergie, c'est ce qu'on va dépenser pour faire nos actions. Donc on va jouer nos personnages, on va faire des actions normales de déplacement de personnages et on va faire des actions bonus associées aux personnages ou associées aux zones dans lesquelles on va être. Donc, à chaque fois qu'on va jouer, on va prendre un personnage, payer le coût associé, le spécialiste par exemple c'est une énergie, en déplaçant le marqueur, le poser à un endroit qui est autorisé par rapport à sa forme, c'est un rond. Eh bien, le rond, je peux le mettre ici, je ne peux pas le mettre là-bas. Vous voyez, c'est carré et triangle. Je ne peux pas le mettre là-bas, c'est triangle. Et je ne peux pas le mettre là-bas, c'est hexagone. Donc, chaque type de personnage peut aller dans une ou plusieurs zones selon sa forme. Commençons par parler de la zone principale, autrement dit de tous les personnages, sauf les enchanteurs qui ne peuvent aller que dans la zone de récolte de la magie. L'action de base d'un personnage qui va arriver sur les royaumes, ça va être de gagner de l'influence. On a donc des marqueurs d'influence qui partent à 0 et le symbole d'influence, c'est cette petite main qui est indiquée ici. Et je vais pouvoir, en plaçant mon personnage, faire la première chose de base, c'est lui faire gagner de l'influence. Tous les personnages ronds permettent de récolter 1 point d'influence, ils ne vont jamais que sur un royaume. Donc si je le place ici, je vais avancer de 1 mon marqueur d'influence. Chaque tribu a son symbole associé. Les couleurs, ça ne le fait pas tellement, mais en tout cas, les symboles, c'est vraiment sur ça qu'on va se baser. Donc, j'ai une sorte d'insecte ici. Ça, c'est le pouvoir standard du personnage rond qui permet d'avancer de 1 dans la zone sur laquelle il se trouve. Le personnage carré va pouvoir lui se placer ici ou là. La différence, c'est que s'il se place ici, il ne fait pas progresser de 1 son marqueur, mais de 2. S'il se place ici sur un portail, en fait, il va influencer les 2 zones. Il va influencer la zone ici et la zone là-bas. Les 2 vont alors progresser de 1. Le triangle, ici, là-bas ou là-bas, même principe. Ici, il va avancer de 3. Ici, les 2 royaumes vont pouvoir avancer de 2. Et au centre, tous les royaumes vont avancer de 1. Et en plus, au centre, il y a une petite clé.
Et on va récolter ainsi cette petite clé pour le joueur qui aurait été se placer au centre du jeu. Mais ce n'est pas tout. Quand un joueur se place sur un royaume, il peut aussi activer une série de choses. Il peut activer son pouvoir propre. Donc certains personnages ont des pouvoirs propres, ce sont les 3 personnages centraux. Eux, ils peuvent influencer encore un petit peu plus au niveau du jeu. Le leader, le chef, ici, va pouvoir lui transformer 3 gemmes de son choix en un onyx. L'onyx, cette pierre noire ainsi, va me permettre d'avoir plus de points de victoire sur la fin du jeu, c'est-à-dire que 2 gemmes restantes feront 1 point de victoire, tandis qu'un seul onyx en fait 3. Donc on multiplie par 2 les points de victoire en modifiant nos gemmes en onyx. J'en aurai besoin aussi pour acheter certains enchantements qui nécessitent par exemple des onyx. Précisons que le leader, lui, vous coûte 3 énergies à être placé. Le champion, lui, qui coûtait 2 énergies pour le positionner, va vous permettre de dépenser une énergie supplémentaire afin de placer une caravane. La caravane, vous en avez 5 à chaque manche on les récupère, on les remet au niveau du joueur. C'est quelque chose qui est placé à l'endroit où le champion est placé ou éventuellement l'endroit qui l'influence. Si je le plaçais ici, je ne pourrais le placer que dans le royaume rouge. Si je le place là, je pourrais au choix le placer dans un des 2 royaumes qui l'influencent. Cette caravane va me permettre d'avoir un bonus. Ici, il y a 4 bonus au niveau de chaque royaume élémentaire, 2 seuls sur le chaos, et je vais donc la placer sur un des bonus et récolter ce qu'il offre. Ici, j'aurai par exemple une progression en plus au niveau de mon influence. Là, j'ai 1 point de victoire, symbole des points de victoire, et là-bas, j'aurai 2 gemmes de feu. Les gains sont pareils dans tous les royaumes, si ce n'est effectivement la gemme que l'on récupère. Quant au royaume du chaos, il n'a que 2 symboles disponibles. Le spécialiste, par contre, a un pouvoir qui est propre à chaque tribu. Globalement, chacun s'équivaut. Par exemple, celui-ci, dans ma tribu, je vais payer 2 ressources d'énergie, c'est énorme, mais je vais gagner 2 influences en plus sur mon royaume. Et donc, potentiellement, je pourrais aller faire un gros boom, un petit peu le même pouvoir que mon leader, qui permet d'avoir 3 influences s'il est placé directement sur un royaume, en payant effectivement le même coût, vu que j'aurais payé 3 pour 3 influences. Donc très intéressant pour faire un gros boom, pour passer au-dessus d'un autre joueur au niveau de l'influence. Les marchands, eux, n'ont pas de pouvoir propre spécifique. Ensuite, je vais aussi pouvoir activer la case sur laquelle je me place. Donc ça, ce n'est pas valable si on est placé sous des portails, mais par contre, c'est valable dans un royaume. Les 3 cases ont une activation possible en payant une énergie. Au centre, je vais toujours payer une énergie pour avoir 3 gemmes de la même sorte que le royaume en cours ou 2 gemmes d'une autre sorte. Ici, 3 gemmes feu ou 2 gemmes plante. On est dans la zone feu, donc c'est normal que le 3 soit en feu. Ici, on est dans la zone air, c'est le 3 en air, et c'est le même principe pour les autres. Le chaos est évidemment très spécifique, il permet d'avoir les 4 types d'énergie disponibles sur sa case. Ou alors, je vais me placer sur une des 2 cases extérieures du royaume et je vais récupérer une bannière. Une bannière, je la paye aussi une énergie, qu'importe l'endroit. Elles sont tirées au sort et si elles sont vides pour la manche suivante, on va les remplir. Je vais payer une énergie, toujours dans mon stock d'énergie ici, et je vais placer cette bannière sur un personnage de mon choix. De mon choix, c'est-à-dire pas nécessairement celui qui vient d'agir. Je vais vraiment le mettre chez qui je veux et à chaque fois que j'utiliserai ce personnage-là, je pourrai alors récupérer le bonus associé. Alors chez qui je veux, c'est un petit peu limité. Chaque personnage a un symbole du nombre de bannières qu'il peut recevoir, c'est-à-dire que les enchanteurs n'en ont pas. Par contre, le spécialiste et le leader ne peuvent en avoir qu'une seule et les autres personnages peuvent en avoir 2. Donc je peux très bien le mettre ici. Et quand j'utiliserai ce personnage-ci, eh bien, je pourrai aussi activer là où les cartes qui sont associées. Après la progression en influence, après le pouvoir personnel, après le pouvoir du royaume, il y a, comme je l'ai dit, les cartes, les bannières que l'on aurait placées en dessous. Alors, un personnage qui se place ici va donc pouvoir augmenter en influence, activer le royaume, il n'a pas de pouvoir personnel, et il va pouvoir avoir ce qui est indiqué sur la carte. Là où les cartes. On peut avoir jusqu'à 3 cartes qui se trouvent ici pour un joueur, quel que soit le joueur, c'est-à-dire que comme ici je ne peux avoir qu'une seule bannière, si je peux avoir 3 cartes, elles vont venir d'ailleurs, et bien ce sont des enchantements qu'on va pouvoir acheter ici, qui peuvent alors se placer sous un personnage et s'activer au moment où je pose mon personnage sur le jeu. Donc 3 cartes potentiellement qui s'activent. Cette carte-ci n'a pas un coût spécifique. Certaines autres cartes pourraient avoir un coût, c'est le cas des enchantements.
Qu'est-ce qu'on a comme type de carte? On va retrouver ici un point de victoire. On a la récupération d'une énergie à chaque fois qu'on place le personnage associé. On a la possibilité de placer une caravane à l'endroit sur le royaume qu'influence le personnage. Et le fait d'activer le voyageur. Le voyageur, il a un pouvoir de commerce qui va changer de manche en manche. Il a une série de cartes voyageurs. Et chaque manche, on va en tirer une qu'on va placer ici et qui va définir ce qu'il fait cette manche-ci. Quand j'active le voyageur dans une de mes actions, eh bien par exemple ici, je vais payer 2 os et choisir une des actions qui se trouve ici, à savoir recevoir 2 gemmes de mon choix et un point de victoire, recevoir un onyx, donc avec un coût qui est plus intéressant que le pouvoir du leader, vu qu'on va en payer que 2 au lieu de 3, ou recevoir une clé. Ces clés sont très importantes parce qu'elles vont aussi rentrer dans la gestion de majorité de fin de jeu. J'y reviendrai tout à l'heure. Il y aura donc 4 cartes de voyageurs qui tourneront au niveau de l'ensemble du jeu, puisqu'on va changer à chaque manche ces cartes du voyageur. Il y a une 5e chose que je vais pouvoir activer, c'est l'être supérieur qui se trouve dans la zone où je viens de me positionner. Quand je me positionne ici, je peux activer le pouvoir de l'élémentaire. L'élémentaire d'air, ici, me propose de gagner une gemme au choix. Et donc, en me posant ici, je vais pouvoir choisir une gemme qui me plaît. Je pourrais peut-être prendre la bleue. Pourquoi la bleue? Parce qu'avec 2 bleus, je pourrais activer le pouvoir du voyageur. Si je me place ici, je vais donc activer le voyageur. Si je me place ici, je vais activer le pouvoir de l'élémentaire qui dit que si je place une caravane ici, je vais gagner un point de victoire complémentaire. Donc plus intéressant à faire avec mon champion qui me permet en action de placer une caravane. Je me serais plutôt placé ici pour aller placer une caravane là, augmenter et gagner le pouvoir de l'élémentaire. Les 2 autres élémentaires restants permettent aussi des petits pouvoirs. Ici, l'élémentaire d'eau me permet de gagner au choix une influence ou un point de victoire. L'élémentaire de feu est un petit peu plus spécifique parce que lui ne permet de rien gagner, mais quand il est présent quelque part, on va mettre un marqueur de visée minimum. C'est-à-dire qu'il faudra au moins arriver ici avec nos marqueurs d'influence pour pouvoir réclamer son influence dans la zone. Et tous ceux qui auront réclamé de l'influence dans la zone, qui auront gagné un marqueur d'influence à la fin de la manche, vont pouvoir recevoir une bannière spécifique qui est la bannière de l'être du feu qu'on va replacer chez quelqu'un, comme pour le reste, qui compte dans le nombre de bannières maximum que chaque personnage peut avoir et permet de gagner alors une influence de plus quand on le pose et un point de victoire. Donc très intéressant, mais il faut encore que le personnage soit en jeu et en même temps ça ne représenter que quelques influences sur l'ensemble de la partie, mais très importante malgré tout. Donc, selon le type d'élémentaire qu'on va avoir, le jeu va un petit peu changer vu que s'il n'y a pas l'élémentaire de terre, on va être moins intéressé de placer des caravanes absolument là-bas où ils se trouvent, tandis que sinon c'est un vrai objectif à chaque manche. Ça, c'est pour le plateau principal. À côté de ça, vous avez le plateau secondaire, celui de l'enchanteur. L'enchanteur va se placer toujours de la première case à la dernière case. Pourquoi? Parce que ça va casser les égalités pour redéfinir le premier joueur de la manche suivante. Et comme indiqué ici, il y a 2 petites zones. Quand on place un enchanteur, ça coûte 2 à le placer. Je vais pouvoir acheter jusqu'à 2 enchantements qui se trouvent ici. Le coût d'achat des enchantements est placé ici au centre. Donc par exemple ici 2 gemmes de feu, ici une gemme de terre, une gemme d'eau. Et je vais donc payer selon mes moyens pour acheter quelque chose. Par exemple, je pourrais acheter ceci avec un vert et un bleu. Hop, que je défausse. Que je vais donc pouvoir placer où? Eh bien, il a indiqué sur quel type de personnage je vais pouvoir le placer ici, triangle ou hexagone. Donc je peux placer cet enchantement-ci uniquement sur un de mes enchanteurs ou sur mon leader. Cette carte d'enchantement va me rapporter des points de victoire qui est indiqué ici, juste en dessous du symbole de chez qui on peut le placer, qui représente toujours un sablier, éventuellement avec un petit plus, comme ici un plus 2. Le sablier, c'est le tour en cours, donc on est au premier tour, ça me rapporte un point de victoire. Si j'achète cette carte au 4e tour, elle me faudra 4 points de victoire. Ce qui est très malin, vu qu'une carte qu'on achète dans le dernier tour, en fait, vous l'utiliserez au maximum une fois pour l'activer, ce qui est beaucoup moins intéressant que de l'acheter au premier tour. On va pouvoir l'utiliser éventuellement 3 fois. Ici, uniquement leader ou enchanteur, je le place sur mon enchanteur. Si je rejoue mon enchanteur, je vais donc pouvoir activer la carte qui se trouve en dessous. C'est valable donc aussi bien quand je vais dans les enchantements que quand je vais ici. Quand une carte a été enlevée, on la remplace bien sûr par une autre pour le prochain joueur. Le pouvoir de la carte, par exemple ici, ce serait de dépenser une verte et une bleue pour gagner directement une noire. Donc à nouveau, on a une économie de une ressource par rapport au fait d'acheter cette onyx noire qui est beaucoup plus intéressante. L'onyx noir, par exemple, est nécessaire pour acheter ce sort-ci qui me permettrait d'avoir
3 points de victoire en plus du sablier, donc 4 points de victoire ici. Dépenser une verte et une mauve pour placer directement une caravane dans le royaume où se trouve le personnage. Triangle, carré, donc uniquement sur ces deux personnages-ci. Quand vous aurez ainsi dépensé toute votre énergie ou que vous aurez décidé de vous arrêter, on n'est pas obligé d'aller au bout de son énergie, on peut s'arrêter avant. L'intérêt de s'arrêter avant, ça va être de redéfinir le premier joueur. Le premier joueur de la manche suivante, donc qui est défini ici, va être selon l'énergie que les tribus ont encore en stock. Donc la tribu qui est encore à 1 va passer avant celle qui est à 0. Et on pourra redéfinir cet ordre du tour. Si on a plusieurs joueurs qui sont à la même valeur d'énergie, c'est le joueur qui a été placé son enchanteur en premier qui passera devant. Et en cas toujours d'égalité, parce que les joueurs ne sont pas allés ici simplement, eh bien on va avoir l'ordre du tour qui ne changera pas. Vient ensuite la partie la plus importante, c'est la partie où je vais placer mes marqueurs d'influence qui sont ici, dans chaque zone. Dans chaque zone, on va voir quel est le joueur qui a été le plus loin dans l'influence. Celui qui est le plus loin va pouvoir placer 2 marqueurs. Celui qui est deuxième va en placer 1. En cas d'égalité, si 2 joueurs sont au même niveau, eh bien, dans le jeu, toutes les égalités sont à la défaveur des joueurs qui sont égalité. C'est-à-dire que en cas d'égalité, personne ne met 2 marqueurs, on va à l'étape en dessous, on va leur placer chacun un marqueur plutôt que 2. Et si l'égalité se fait sur la deuxième position, eh bien, aucun des deux ne place son marqueur et en lieu et place, chacun gagnera 2 points de victoire. Donc, systématiquement, on passe au cran en dessous, beaucoup moins intéressant. Beaucoup moins intéressant parce qu'il faut vraiment arriver à passer au-dessus au niveau des égalités. Vous verrez qu'en fin de jeu, c'est le même principe. En cas d'égalité, dans les marqueurs collectés ici, ce sera toujours à la défaveur des joueurs à égalité. Et on va donc faire cela dans chaque zone. Chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est devant, on va lui donner les marqueurs associés. Ici, c'est une égalité, chacun va pouvoir en marquer un. Ici, le noir est tout seul, il n'y a personne d'autre, eh bien il y a 2 points pour lui et les autres joueurs n'auraient rien du tout parce qu'il faut au moins, et je retire ça parce que le marqueur du feu, le feu n'est pas là. Et ici, même principe, on va aller voir qui est dessus. Si un joueur est très loin devant, ce sera lui qui va marquer. On va donc calculer, voir les positionnements de chacun. Il y a une bannière que je n'ai pas tirée dans la mise en place parce qu'effectivement c'est complètement aléatoire. C'est cette bannière-ci qui permet à un joueur de se repositionner à l'endroit où il y a déjà un autre joueur et donc de refaire une action plus intéressante sur l'action centrale parce que les bannières peuvent être évidemment acquises, mais me permettent alors de revenir à un endroit où on ne m'attendait pas pour aller récolter les points d'influence et donc parfois faire bousculer l'avancée d'un joueur qui pourrait se faire rattraper pour peu qu'on place mon chef par exemple qui permet de monter de 3 ou mon spécialiste en payant 3 qui permet aussi de monter de 3 en influence quelque part. Ce que l'on va aussi calculer, ce sont les points de victoire qui se trouvent ici. Il y a des objectifs à chaque manche. Elle rapporte chaque fois 4 points de victoire. Et ici, par exemple, j'aurais 4 points de victoire si j'avais au moins 2 influences dans chaque zone où il y a le promeneur ou les élémentaires. Ce qui est par exemple le cas pour le jaune, qui a au moins 2 dans chaque zone, eh bien, il gagnerait alors ces 4 points de victoire. Ici, j'aurais 4 points de victoire si je plaçais au moins 3 marqueurs d'influence. Donc ici, j'en ai 4 pour le noir, j'aurai 4 points de victoire. J'en ai 3 pour le jaune, j'aurai 4 points de victoire. Et je n'en ai que 2 pour le vert, il ne marquerait pas les points de victoire. J'ai oublié un dernier compteur que l'on a à la fin de chaque manche, c'est le compteur des clés. On va voir pour chaque endroit où il y a un des 2 élémentaires, est-ce qu'un joueur a au moins 3 points d'action dans cet endroit-là. C'est-à-dire un point d'action, on va l'avoir comment? On a un point par caravane que l'on aurait dans la zone. On a un point par bonhomme qui aurait une influence sur la zone, donc comme ceci ou comme cela, et bien par exemple, je me retrouve avec mes 3 points, 1, 2, 3. Donc ce n'est pas le nombre de points d'influence, là ce n'est pas 2 points d'un coup, c'est 1, 2, 3 aussi. Par personnage qui a de l'influence sur la zone, par caravane, on va arriver alors à un nombre minimum de 3 points d'influence pour chaque zone où se trouvent les élémentaires. Si on a ces 3 points d'influence, on gagne alors une clé par royaume où on aurait éventuellement ces 3 influences. Donc on peut en gagner 2 par manche maximum, sachant qu'il y en a une au milieu pour le personnage qui irait placer son chef dessus. Si jamais personne ne le fait, on rajoute une clé de toute façon à chaque manche, on rajoute chaque fois une clé en plus ici. Et le personnage qui ramasserait tout en une seule fois, c'est rarement le cas, mais
admettons, fin de manche, donc comme je l'ai dit, on va revoir l'ordre du tour par rapport à l'énergie qui est encore en stock chez les tribus. Avec les égalités cassées par la position des enchanteurs, on va changer la carte du promeneur pour en mettre une nouvelle. On va changer les tuiles d'objectifs pour en mettre deux nouvelles. Et on va re-remplir toutes les bannières qui auraient éventuellement été vidées. On va ensuite faire tourner le promeneur qui va changer de case. Il va aller sur le royaume suivant. Et les deux autres élémentaires vont être placés au choix du premier et du deuxième joueur. Le premier joueur va en choisir un, va le placer sur un des trois royaumes possibles, les trois royaumes élémentaires, il ne peut jamais le placer sur le chaos. Et le deuxième joueur va le placer aussi sur les royaumes restants, il ne peut pas le placer là-bas où un joueur a déjà placé un élémentaire. Donc je ne pourrais pas le placer ni là, ni là. Par contre, je pourrais mettre un élémentaire là-bas où il y a le promeneur, sans aucun souci. On récupère chacun ses personnages, on remet une nouvelle clé sur le portail central. Et je récupère aussi mes caravanes et surtout, je vais remettre à zéro tous mes marqueurs d'influence. Donc tout ceci que j'ai fait monter, ce n'est valable que pour une manche et à la manche suivante, je repars à zéro avec chacun. Et je remets mon énergie au maximum pour une nouvelle manche, je vais mettre là-bas pour la visibilité. Et donc je vais pouvoir repartir chacun avec un maximum d'énergie à 11. On ne sait pas monter plus haut, tout le monde repart chaque fois avec 11. Par contre, parfois avec certains coups, certaines cartes permettent de récupérer de l'énergie qu'on vient de dépenser, vu que celle-ci me permettra d'en récupérer un. Si j'en prends plusieurs, je vais pouvoir éventuellement remonter un petit peu mon compteur d'énergie éventuellement. Fin du jeu, on va voir maintenant dans chaque zone, dans chaque royaume, qui a le plus de marqueurs dans ce royaume. Celui qui va avoir le plus de marqueurs dans le royaume va marquer 20 points de victoire. Donc 20 points de victoire pour le premier ici, le deuxième marque 10 points de victoire. En cas d'égalité, si deux joueurs étaient à la même valeur, c'est le même principe, on passe à l'étape en dessous. Donc les deux premiers gagneraient 10 points de victoire, il n'y aurait pas de deuxième. Ou alors, si c'est un premier qui a 20 points de victoire et qui est une égalité à 2 à la deuxième place, les deux auraient 5 points de victoire. À chaque fois, un cran plus bas que la normale. 20 points plus 10, 20 points plus 10, 20 points plus 10, 20 points plus 10, donc pour chaque zone. Et la même chose au niveau des clés. 20 points celui qui a le plus de clés, 10 points au deuxième, égalité, vous savez comment ça fonctionne. Reste quoi encore? Eh bien, je vous ai dit, 2 gemmes, 1 point de victoire, 1 onyx, 3 points de victoire. Et en cas d'égalité, éventuellement à la fin, c'est celui qui a le plus de clés qui l'emporte. Si c'est toujours égalité, c'est celui qui aura eu le plus de cartes au niveau du jeu. Et ce joueur aura gagné la tranquillité, la paix, le bonheur pour 10 ans avec sa tribu. Donc 4 manches de lutte d'influence où on ne sait évidemment pas être premier partout, on ne sait pas se battre facilement dans chaque zone. C'est vrai à 3 joueurs, c'est vrai à 4 joueurs, même s'il y a un royaume de plus. Globalement, on sait se focaliser sur 2 royaumes que l'on va un petit peu viser seulement. Il ne faut pas oublier qu'on vise aussi les clés, et pour viser les clés, on vise toujours un petit peu les royaumes où il y a les élémentaires pour les placer assez de points de présence pour gagner des clés en plus et ne pas se laisser distancer, peut-être gagner le maximum de clés au niveau du jeu. Très important d'être premier joueur pour aller récolter la clé qui se trouve ici au centre et donc se battre sur une zone ou sur une autre. Ce qui arrive parfois, et surtout plus à 3 joueurs qu'à 4, c'est qu'il y ait 2 joueurs qui s'affrontent perpétuellement sur une même zone en utilisant peut-être aussi des cartes qui me permettent de replacer un endroit où il y a déjà eu quelqu'un. Et donc vont s'énerver ici, monter très très fort dans la lutte d'influence pour essayer d'avoir le contrôle total sur une zone et peut-être même au pire monter très très haut comme le maximum c'est 9 mais en plus faire égalité. On ne place alors qu'un seul jeton de contrôle et pendant ce temps le troisième joueur peut tranquillement se placer à gauche à droite, ne va pas être remonté par les autres joueurs qui sont trop occupés à se battre sur une zone et donc on va avoir éventuellement un joueur qui se trouve à côté du jeu, qui est en train de jouer tranquillement sa petite vie, qui du coup a beaucoup plus de temps pour aller chercher des enchantements qui ne permettent pas de placer des influences directement, mais vont vous permettre d'avoir des points de victoire parce que la création de l'enchantement permet d'avoir des points de victoire plus les bonus éventuels en cours de jeu quand on les active. Et ça peut placer un certain déséquilibre s'il y a vraiment un affrontement entre 2 joueurs, tandis qu'un troisième vis-à-vis. À 4 joueurs, on a plus alors des combats 2 contre 2, même si ce ne sont pas nécessairement les mêmes joueurs sur les mêmes zones, mais en tout cas on va retrouver des joueurs qui vont se battre 2 sur un élémentaire, 2 sur l'autre, et puis après les autres plateaux vont être un petit peu attaqués différemment, en tout cas avec moins d'insistance. Mais en tout cas, c'est un jeu qui est très très agréable parce que les parties vont changer selon la manière que les joueurs vont se battre l'un à l'autre, vont aller chercher de l'influence. Quand on est très à l'aise quelque part, on peut d'ailleurs avoir une tranquillité
souveraine dans la 4e manche. Souveraine pourquoi? Si vous avez réussi lors de chaque manche à aller placer 2 marqueurs sur le même royaume. Admettons même que ce soit le même joueur qui a réussi à vous combattre et qui a réussi lui-même à placer un marqueur à chaque fois. 4e manche, on se retrouve à 6 contre 3. Il n'y a plus rien à faire, ni pour vous ni pour les autres joueurs. Cette zone-ci est acquise. Elle est systématiquement pour vous parce que vous ne saurez pas de remonter, même si le jaune en gagnait 2, même si un autre joueur en gagnait 2, il ne parviendrait pas à récupérer une place qui vaut des points de victoire. Et donc cette zone-ci, à moins d'aller chercher des ressources spécifiques, va être beaucoup moins utilisée. Idem pour les achats des bannières. À la dernière manche, les bannières vous coûtent une énergie et ne vont pas nécessairement rapporter sur le long terme. On va plutôt aller chercher ce genre de choses-là dans le début du jeu pour que ce soit activable 3 fois, 2 fois sur l'ensemble de la partie, à moins que ce soit vraiment une carte bien spécifique pour aller chercher des points de victoire, par exemple sur le promeneur, qui me permettrait d'alors activer son pouvoir pour aller récupérer des onyx en plus, ou très bien aussi une clé pour faire basculer la majorité sur les clés. L'importance de la première position, surtout qu'elle puisse tourner pour aller chercher cette clé centrale qui met en plus un marqueur d'influence sur tous les autres royaumes, donc de royaumes moins intéressants pour les autres joueurs, mais vous êtes déjà présent. Parfois, ça permet de grignoter le petit marqueur en plus qui va vous permettre de passer outre la 2e place peut-être, et donc peut-être des points de victoire en fin de jeu. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Maintenant, à vous de jouer. Bon jeu!